Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est jamais celui qui fonctionne le mieux sur notre chaîne YouTube et pourtant, Dieu sait qu'il est important. Il s'agit de la sécurité et de l'authentification des utilisateurs. Alors pourquoi? Parce que l'ANSSI, l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, vient de faire paraître le guide numéro 2 qui traite des recommandations relatives à l'authentification et à la sécurisation des comptes utilisateurs. Alors ce guide était paru il y a, je crois, pas loin de 10 ans, 9 ans. C'était en 2012, alors j'ai plus la date exacte, mais en tout cas la version 1 était en 2012 et la version 2 a été faite quasiment 10 ans plus tard, c'est-à-dire le 8 octobre 2021. Alors, j'aimerais pas vous faire peur, mais nous allons parler de quelques sujets. Je vous laisse voir le nombre de post-it que j'ai collés à travers ce nouveau guide. Tant le guide a pris de l'ampleur, hein. Il a pris de l'ampleur et de l'épaisseur. Il y avait quelque chose comme 8 pages auparavant dans la version 1. Alors je vous dis pas loin de 45 pages parce que on va dire que les 10 dernières pages c'est plus des ouvrages de référence ou alors la liste des recommandations qui sont faites. Ce guide s'adresse à 5 publics différents qui peuvent avoir des préoccupations différentes, à savoir que certains ça sera un peu dans les mains dans le cambouis, c'est-à-dire les développeurs, quelles sont les recommandations faites pour les développeurs, ceux qui vont concevoir les systèmes d'authentification. Et puis, vous avez les administrateurs, ceux qui vont donc administrer ces mêmes systèmes, les RSI et les DSI qui auront la charge de l'application justement de toutes ces recommandations. Et puis enfin, nous tous, les utilisateurs, parce qu'on est tous utilisateurs à un moment de notre journée, qui vont tout simplement utiliser des systèmes d'information, donc des systèmes informatiques. Voilà. Alors déjà, ce guide est plutôt très bien fait. Je pense qu'il est à la portée de tous. Alors, quand bien même il y a certains passages qui, parce que vous ne serez pas concernés, vont peut-être être considérés comme un peu ennuyants, mais en définitive, ça vaut le coup quand même de le lire parce que ça va vous permettre justement de voir les tenants et aboutissants de la sécurité, c'est-à-dire ne pas juste regarder ce qui va se faire un petit peu à l'extrémité du sujet, c'est-à-dire quand on est utilisateur et qu'on tape un mot de passe, pourquoi on le tape, etc. Mais justement pouvoir prendre conscience des raisons, parfois, qui peuvent nous paraître un petit peu abstraites, de pourquoi il y a tout un tas de procédures, pourquoi il y a tout un tas de méthodologies à appliquer pour arriver à avoir la meilleure sécurité. Alors je vais me décaler un petit peu parce que je vais vous mettre sur le côté les petits encarts qui correspondront justement au sujet que j'évoque avec vous. Alors déjà le nom du document, je décroche mon premier post-it. Le nom du document, je ne veux pas vous faire peur, il y a tout un tas de post-it, mais on va aller très vite. Hein. Donc voilà, restez avec moi, vous allez voir, ça ne va pas être trop long. Alors, le nom du document, recommandations relatives à l'authentification multifacteur et au mot de passe. Là, il y a quand même pas mal de changements par rapport à il y a une dizaine d'années, c'est le multifacteur. Le multifacteur est vraiment quelque chose qui a pris son envol, on va dire, au cours des 4-5 dernières années, et aujourd'hui, à peu près dans tous les sites internet, surtout les sites internet, on a une authentification multifacteur. On va y venir un petit peu plus tard. Alors, 9 ans, je vous disais pas loin de 10 ans, ça fait 9 ans que cette première version est sortie. Donc effectivement, une version qui s'est enrichie de pas mal de choses et notamment du multifacteur et avec tout ce qui va découler de ce multifacteur. Alors ce qu'il faut déjà prendre en compte, c'est le cadre de mise en application de ces recommandations. L'ANSSI n'a pas été le seul organisme on va dire, à préparer cette procédure. Elle s'est appuyée avec d'autres organismes, tels la CNIL ou bien même le RGPD, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire des données personnelles, car quand on traite de l'authentification, on traite bien évidemment des individus et des données qui leur sont personnelles. Par exemple, la biométrie, la reconnaissance faciale, ou même des documents de type permis de conduire, passeport, pour aller vérifier tout simplement l'identité de la personne. Donc, il va sans dire que c'est une préoccupation aujourd'hui qui est importante, c'est-à-dire savoir ce qu'on va faire des données collectées pour tout simplement identifier les personnes. Alors à la page 4, ce qu'on peut revoir, c'est effectivement que ces recommandations sont à nuancer, on va dire, à mettre dans un contexte qui sera le vôtre, selon votre métier, selon votre profession. Encore une fois, je vous l'ai dit, il y a les développeurs, les administrateurs, les RSI, les DSI, et puis enfin l'ensemble des utilisateurs. Donc ces recommandations, vous allez voir qu'il y en a un certain nombre, sont à modérer ou à moduler selon justement votre contexte. Alors un des points qui est mis en avant sur
ce guide, c'est l'importance du coffre-fort. Le coffre-fort qui va vous permettre de stocker vos mots de passe. Car on ne peut pas mémoriser des milliers et des milliers de mots de passe, voire même déjà des centaines, ça serait merveilleux. On est bien obligé de s'appuyer sur des coffres-forts qui vont mémoriser ces mots de passe à votre place et vous aurez comme ça un seul mot de passe à retenir. Ça sera le mot de passe pour accéder à ce coffre-fort. Depuis de très nombreuses années, Carpe Diem met en avant auprès de ses clients un logiciel qui s'appelle KeePass. Et une fois de plus, on retrouve KeePass dans un guide de sécurité parce que c'est vraiment une référence en la matière. Alors KeePass a peut-être effectivement, on va dire, un point faible, c'est qu'il va se retrouver dans votre infrastructure. Ce n'est pas un système qui est nativement pensé pour faire du cloud, c'est-à-dire s'y connecter à plusieurs. À Carpe Diem, on a une solution néanmoins pour cela. Bon, je ne vais pas vous la détailler ici, mais retenez qu'il vous faut de toute façon un logiciel coffre-fort qui vous permet de stocker vos mots de passe parce qu'il y a une recommandation qui, à mon avis, prime sur l'ensemble des recommandations, c'est qu'il ne faut jamais avoir le même mot de passe pour toutes vos applications ou tous vos usages. Et de là, l'importance de stocker ces mots de passe différents dans un coffre-fort type KeePass. Alors, vous avez en page 6 un glossaire, le glossaire qui va vous reprendre tous les termes justement de ce guide. Ce glossaire est à mon avis essentiel à la bonne compréhension du guide. Donc, prenez un peu de temps pour aller justement vous familiariser avec des termes qui seraient peut-être un petit peu abstraits pour vous. Vous allez gagner après en fluidité dans la lecture des pages suivantes. Il est en plus assez court, il n'y en a pas non plus 40. Donc, prenez le temps de lire ce glossaire et tous les acronymes qui sont dans notre métier si fréquent. Alors, un point qui est très important à apprendre dans le mécanisme d'authentification, c'est que vous avez toujours un prouveur qui, dans le cas qu'on détaille dans cette vidéo, va être un utilisateur et un vérificateur qui est souvent un process informatique de diverses natures, on va dire, mais qui est un process informatique. Et vous avez toujours ce prouveur qui doit prouver finalement qu'il est bien celui qui prétend être, par le biais de son identité et puis un ou plusieurs facteurs de mot de passe, et puis un vérificateur qui lui va vérifier justement toutes ces données-là pour vérifier qu'elles sont tout simplement conformes pour permettre l'accès à ce prouveur. Alors en page 9, nous arrivons sur un point qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est le fait de distinguer les deux grands types d'attaques qui sont les attaques hors ligne ou les attaques en ligne. Alors les attaques en ligne, c'est très simple. Ce sont des attaques qui majoritairement vont venir d'Internet. Vous avez des ressources de votre infra on-premise, c'est-à-dire celles que vous avez dans votre infrastructure, que vous exposez vis-à-vis d'Internet, et vous avez donc potentiellement un risque d'avoir des attaques qui proviennent du en ligne, c'est-à-dire en provenance d'Internet. Et vous avez enfin des attaques hors ligne. Donc là, c'est des attaques déjà un petit peu plus évoluées. Donc voilà, ce sont deux points qui sont très importants parce que bien évidemment, les parades ne sont pas du tout les mêmes dans un cas comme dans l'autre. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir traiter tous les sujets qui sont intéressants en termes de sécurité, pas plus d'ailleurs tous les sujets de ce guide parce que sinon, il faudrait des heures et des heures de vidéo et là, le format serait beaucoup trop long pour YouTube. Je vais plutôt m'axer sur des choses qui m'ont paru soit nouvelles, des approches nouvelles, soit sur des points qui m'ont paru vraiment essentiels à vous mettre en avant. Alors parmi lesquels, il y a un point qui m'a paru intéressant tout simplement parce qu'il a beaucoup évolué ces dernières années et c'est quand même un gros changement par rapport aux préconisations qu'on va pouvoir donner aux entreprises. Alors par exemple, il y a le point sur la fréquence de changement des mots de passe, c'est-à-dire vous savez le mot de passe que vous tapez le matin. Durant de nombreuses années, nous avons dit aux clients qu'il fallait en changer fréquemment, tout simplement pour limiter dans le temps le risque qu'un mot de passe soit utilisé par un tiers qui est justement un cybercriminel. Eh bien, là, il y a un énorme changement, c'est que le constat a été fait que plus ces mots de passe changeaient régulièrement, plus les utilisateurs essaient de détourner un petit peu le système en améliorant le mot de passe, le précédent mot de passe avec un chiffre qui s'incrémentait, avec une seule lettre qui s'incrémentait. Bref, étant donné que c'était très ennuyant pour eux d'en changer fréquemment, eh ben, ils ont trouvé une petite astuce pour le rendre moins compliqué à mémoriser. Donc, de là, eh bien, il y a une nouvelle approche qui est venue se greffer. Alors, nouvelle entre guillemets, parce que cette approche était déjà là. Mais l'approche consiste donc à dire que dorénavant, il vaut mieux faire des mots de passe
beaucoup plus long qu'on appelle des passe-phrases ou des phrases de mots de passe, qui est d'ailleurs un système qu'on préconise nous depuis très très longtemps, c'est-à-dire au lieu de taper une suite de caractères qui ne veulent rien dire et qui est donc très difficile à mémoriser, plutôt utiliser une phrase qui correspond à quelque chose que vous faites par exemple le matin, c'est-à-dire le matin vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner, vous allez prendre une douche, vous vous habillez, vous faites un jogging, vous faites bref, beaucoup de choses. Et bien toutes ces phrases-là vont pouvoir devenir des mots de passe avec bien évidemment une petite complexité que vous allez mettre au milieu, c'est-à-dire des accents, c'est-à-dire des sigles, c'est-à-dire des chiffres, des majuscules, des minuscules. Vous allez jouer un petit peu avec ces phrases de mots de passe, mais voilà, ça c'est un bon système parce que de façon mémotechnique, on peut vite s'en souvenir, étant donné que ça nous correspond. Alors, c'est plutôt vers cela qu'il va falloir dorénavant s'orienter, plus que d'augmenter la fréquence de changement. C'est-à-dire que, globalement, on va plutôt dire aux entreprises, eh bien, changez peut-être moins fréquemment, par contre, voilà, augmenter la longueur des mots de passe. Ça, c'est un point qui est très très intéressant, tout simplement parce qu'il y a une recommandation qui existe depuis quelques années, qui est de dire un mot de passe, c'est minimum 8 caractères. Avant, c'était 6, hein, donc on est passé à 8. Et puis, il n'y avait jamais trop la notion du maximum. Et le maximum est pourtant quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet de faire des passe-phrases. Et si on bloque le maximum, bah, l'utilisateur est contraint de ne pas arriver à faire cette fameuse passe-phrase. Et parfois, l'utilisateur préférera faire un mot de passe long, parce que pour lui, ça signifie quelque chose, qu'un mot de passe court, qui sera donc tronqué et trop tronqué pour que ça signifie quelque chose. Et enfin, le deuxième atout du mot de passe long, bah, c'est que plus il est long, plus il va être difficile à craquer. Donc, voilà. Une recommandation, faites des mots de passe très longs. Ne limitez pas en fait la longueur, limitez plutôt le fait qu'il soit court, effectivement, il ne faut pas que ça descende en dessous de 8 caractères. Et puis, enfin, changez peut-être moins régulièrement parce que vous avez permis à vos utilisateurs d'avoir des mots de passe très longs. Enfin, nous arrivons à un point qui est le mot de passe multifacteur. Alors, le mot de passe multifacteur, c'est quoi? Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait le prouveur et il y avait le vérificateur dans le mot de passe. Dans le cas d'une authentification en multifacteur, eh bien, le vérificateur va vérifier tout simplement plusieurs facteurs qui vont déterminer si la personne est bien celle qu'elle prétend être. Tout simplement pas en ayant un seul facteur d'authentification qui serait un mot de passe, c'est-à-dire prouver ce que je sais, prouver ce que je possède et ce que je suis. À l'aide de cela, on a 3 facteurs différents qui vont permettre au vérificateur de prouver sur de multiples facteurs tout simplement le prouveur, que le prouveur est bien celui qui prétend être. À ne pas confondre avec un système d'authentification forte qui est autre chose, parce que le multifacteur n'est pas forcément une authentification forte, c'est une authentification sur de multiples facteurs, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Vous avez plein d'informations justement qui distinguent cela dans ce guide. Alors dans le multifacteur, vous avez déjà le facteur de connaissance, c'est-à-dire ce que vous savez. Alors ce que vous savez, bah, c'est très simple, c'est votre mot de passe que vous allez taper à l'ouverture de session, par exemple, votre session Windows. Après, vous avez donc ce que je possède. Alors pour vous donner un exemple très simple de ce que vous possédez et pour vous décrire brièvement le mécanisme, eh bien, vous vous authentifiez sur un site internet, vous tapez donc votre mot de passe, et à la suite de cela, une fois que vous avez tapé le mot de passe, vous avez une demande à ce moment-là qui est faite tout simplement par le vérifieur qui va vous dire « Très bien, maintenant prenez votre smartphone et sur votre smartphone, vous allez taper le chiffre que vous avez affiché sur votre écran. » Donc le vérifieur vous affiche par exemple un numéro, va vous afficher par exemple 53 et va vous demander sur votre smartphone d'aller ouvrir une application. Donc là, c'est ce que vous avez. Et sur cette application, il va vous fournir 3 numéros. Alors par exemple le 12, le 53 et le 85. Et vous allez devoir, sur cette application, eh bien, cliquez sur le 53. À partir de ce moment-là, le vérificateur est en capacité de vérifier que vous possédez bien ce smartphone. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous avez appuyé ou cliqué sur le 53 qui correspond au deuxième facteur d'authentification. Alors, à travers ce mécanisme-là, ce n'est pas quelque chose qui est peut-être limpide pour vous, mais en fait, il a vérifié que l'application que vous avez ouverte, vous avez pu l'ouvrir. Alors tout simplement parce qu'au préalable, il y a eu une sorte de petite authentification qui a été faite par le biais de votre code PIN. C'est-à-dire que le code PIN que vous avez saisi sur votre smartphone vous a permis de déverrouiller cette application et donc déjà à un peu prouver que vous êtes bien celui qui prétend être.
Et enfin, vous avez lancé l'application, application qui vous a demandé d'appuyer sur le numéro qui était présent sur votre écran. Et de cette façon-là, le vérificateur a la possibilité de vérifier que vous êtes bien le possesseur légitime de votre smartphone, étant donné qu'au préalable, vous avez déverrouillé par le biais de votre code PIN ce smartphone qui vous a permis d'accéder à l'application qui, enfin, vous a permis, eh bien, tout simplement d'appuyer sur le 53 qui était le chiffre demandé. Donc là, on a déjà le deuxième facteur. Et enfin, on pourrait imaginer un troisième facteur qui est un facteur inhérent finalement à votre personne, c'est-à-dire ce que vous êtes, qui serait par exemple la reconnaissance faciale. Si vous avez un PC sous Windows, vous avez la possibilité de déverrouiller avec Windows Hello. Vous savez, c'est le système de reconnaissance faciale où vous avez les deux infrarouges, vous avez la caméra qui va vous filmer pour vérifier que c'est bien vous. Et là, ça ferait le troisième facteur. Voilà, je viens de vous décrire brièvement eh bien, le principe de fonctionnement d'une authentification en multifacteur. Alors, sur cette page, on voit le facteur de possession qui, comme je vous le rappelais un peu plus tôt, peut-être par exemple une carte SIM qui est donc liée à un téléphone mobile, qui peut être aussi une carte à puce, qui serait inséré dans votre PC portable. Ça peut être aussi un système de OTP, c'est-à-dire une identification par un code à usage unique. Et donc, à côté de cela, vous avez le facteur inhérent. Le facteur inhérent, c'est vous. Voilà, c'est vous, c'est votre doigt, c'est votre iris, c'est votre visage. C'est tout un tas de choses qui ne peuvent appartenir qu'à vous parce que ça fait partie, on va dire, de votre corps, hein, pour faire la chose simplement. Alors, comme je vous le disais un peu plus tôt, ne pas confondre un système d'authentification multifacteur avec un système d'authentification forte. Car pris isolément, un des facteurs d'une authentification multifacteur ne peut pas être considéré comme fort. Par exemple, le mot de passe que vous avez, on a pu vous le voler et dans ces conditions-là, ça ne peut pas être fort, quand bien même ça soit un mot de passe et puis votre téléphone portable qui prouverait quelque part votre identité. Les deux éléments pouvant être volés, on ne peut pas dire que ça en fait une authentification forte. En revanche, le fait d'avoir ces multifacteurs qui servent à une identification multifacteur, ça permet petit à petit de tendre vers une authentification qui peut être robuste. Mais en revanche, une authentification forte sera plus par un échange cryptographique, par exemple, avec un certificat, avec une clé secrète qui est échangée entre le vérificateur et le prouveur, qui à partir de ce moment-là, étant donné que les deux correspondraient, et bien là, on pourrait dire c'est une authentification forte. Alors, rien que sur cette page, nous avons fait pas moins de 4 post-it, donc vous voyez, de 3 post-it, pardon, donc ça avance. Alors sur cette page, la page 16, nous avons finalement une liste qui nous permet de déterminer comment une authentification peut être considérée comme fort. Eh bien, c'est par exemple qu'on ne peut pas avoir d'écoute clandestine sur ce qu'il va être échangé entre le prouveur et le vérificateur. On ne va pas pouvoir faire une attaque de man in the middle, l'homme du milieu. Bref, vous avez en fait tout un tas de détails qui servent de référence à dire, voilà, si on peut être victime de ces types d'attaques-là, on ne peut pas considérer comme ce facteur comme un facteur d'identification forte. Voilà. Donc ça repose vraiment sur des choses qui sont tangibles, hein. Alors sur la page 17, là il y a un point sur les contextes. Alors les contextes, j'ai trouvé ça aussi assez important pour pouvoir déterminer finalement quelles sont les stratégies à mettre en œuvre par rapport à ces contextes. Est-ce que dans tout type de contexte, on doit mettre une authentification forte? Est-ce que dans tout type de contexte, on doit avoir une authentification multifacteur? Ou est-ce que parfois, on va dire, un simple mot de passe peut suffire? Donc ça, c'est quand même pas mal parce que dites-vous qu'en fonction du niveau d'authentification qu'on va mettre au sein de votre entreprise, eh bien, il va quand même y avoir un coût. C'est-à-dire que le coût d'intégration de cette solution, le coût d'entretien de la solution, ça c'est vraiment un point qui est presque déterminant quand on parle d'authentification forte ou même d'authentification multifacteur, c'est de connaître le coût, on va dire, éventuellement même du service après-vente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous devez révoquer cette authentification, ce facteur d'authentification, il va y avoir des coûts. C'est-à-dire que si c'est un certificat, il va falloir le refaire. Si c'est un échange en physique, en présentiel qui doit se faire d'un document, il va falloir faire revenir les gens. Donc, il va y avoir des coûts tout simplement à remettre en œuvre cette authentification forte. Et c'est pareil pour le multifacteur.
facteur. Le multifacteur, si celui qui s'est fait par exemple corrompre un des facteurs, il pense que son mot de passe a été volé, il pense que ce qu'il possède lui a été volé, que ce soit même une carte à puce ou autre, il va falloir générer une nouvelle carte, il va falloir... Voilà, donc tout cet ensemble de choses, eh bien, prédétermine un petit peu, normalement, le choix que vous allez faire au niveau de qu'est-ce que vous allez mettre en place en termes d'authentification. Parce que alors là, ils prennent par exemple une plateforme de réservation d'un terrain de tennis. Bon, c'est vrai que c'est pas très sensible. C'est-à-dire qu'au pire, bon, on va peut-être avoir un piratage qui sera un peu ennuyeux, c'est-à-dire connaître les noms des personnes, etc. Mais si la base de données est bien faite, on va pas avoir beaucoup de secrets qui auront été divulgués. Donc là, peut-être que le risque est faible et un mot de passe simple, entre guillemets, c'est-à-dire simplement ce facteur-là demandé, le mot de passe n'a pas de raison d'être simple, il doit être compliqué, mais néanmoins, uniquement le mot de passe peut suffire à avoir un niveau de protection suffisant, et pareil, le coût de mise en œuvre et le coût du SAV derrière devrait être limité, donc ça peut suffire. En revanche, voilà, là on a un système d'information d'administration. Là, on peut supposer effectivement qu'il peut y avoir des informations importantes, que ce soit des secrets d'ordre industriel, que ce soit des secrets financiers, des secrets concurrentiels, il peut y avoir des données vraiment très importantes. Bon, et bien là, le multifacteur fort peut être effectivement à mettre en œuvre, c'est-à-dire avec une carte à puce, un code PIN qui va venir compléter le reste des systèmes d'authentification pour tout simplement avoir un niveau maximum et limiter de façon importante la surface d'attaque, tout simplement parce que pour arriver à accéder à cette ressource, il faudra avoir vraiment donné tout un tas d'éléments pour avoir le droit, en tout cas que le vérificateur considère que le prouveur est bien légitime à devoir rentrer là où il cherche à rentrer. C'est important d'être granulaire dans cette approche, c'est-à-dire de dire il y a des sujets qui sont sensibles, on va mettre le paquet, il y a des sujets qui sont peut-être moins sensibles, là on va limiter un petit peu les dépenses et limiter le SAV. Voilà, donc ça c'est un point qui est très intéressant, c'est le contexte. Ensuite, on a tout simplement la méthode, c'est-à-dire comment on doit investiguer pour aller déterminer quels sont justement les risques et qu'est-ce qu'on va devoir mettre en œuvre. Ça, c'est complètement ce qui est évoqué en page 18, c'est-à-dire conduire une analyse de risque. Ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il va falloir examiner la nature du risque pour dire, sur ce risque-là, voilà comment on doit y répondre, voilà un petit peu le cycle de vie qu'on doit mettre dans la gestion du mot de passe et déterminer à la fin comment réduire la surface du risque par rapport au type du risque. Et donc tout ça se fait par l'analyse du risque au préalable. Alors après, il y a un point qui est intéressant, néanmoins, je pense qu'il ne faut pas en devenir un peu trop parano. C'est-à-dire que, en même temps que je vous dis ça, je ne veux pas vous dire attention, il n'y a pas de risque. Mais tout est peut-être dans la nuance. Et encore une fois, c'est d'ailleurs ce qui est dit dans ce guide, il faut adapter les propos qu'ils tiennent vraiment à votre contexte. Et puis, une fois qu'on a contextualisé un petit peu la nature de ce risque-là, dire ok, il y a un moment donné, le curseur entre coût et risque, il va falloir quand même le placer à un moment de façon judicieuse. Et là, en l'occurrence, ce qui est indiqué, c'est qu'il ne faut pas communiquer par l'envoi d'un SMS des codes, des mots de passe qui vont servir à rentrer sur un réseau informatique. Alors nous, en revanche, voilà, ça nous arrive effectivement de communiquer des mots de passe par SMS, mais je vous dirais que quand on envoie un mot de passe par SMS, très clairement, c'est que le mot de passe, il n'y a rien autour, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien après. Quelqu'un qui capturerait ce SMS pourrait quand même très difficilement en faire quelque chose. C'est-à-dire que dans ce SMS, il y a un mot de passe. Oui, mais alors je le tape où? Je le tape dans quoi? Sur quelle adresse? Sur quelle ressource? Il faut quand même, à un moment donné, avoir énormément de chance pour se dire ce mot de passe, ça correspond à tel accès, donc je peux aller le saisir à ce moment-là. Bon, généralement aussi, les mots de passe qu'on communique de cette façon-là, ils ont un usage, on va dire, de courte durée. C'est-à-dire que la personne, si c'était un mot de passe pour accéder à un site internet, eh bien derrière, on lui dit, il va falloir changer votre mot de passe. Si c'était pour accéder à une messagerie, pareil. Si c'était pour accéder à peu près tout type de ressources, alors généralement, ce mot de passe peut être éphémère. Maintenant, s'il ne l'était pas,
C'est là où je disais, bon, attention, il ne faut pas non plus virer à la paranoïa. Il faut quand même qu'une personne soit à ce moment-là en mesure de capter le SMS qui vous a été envoyé pour l'intercepter et donc récupérer ce SMS pour arriver à rentrer sur une ressource quelconque. Mais bon, néanmoins, on ne peut pas dire que le risque n'est pas là, le risque est là. Non, en revanche, qu'il ne faut pas, c'est utiliser un système de mot de passe par SMS comme unique moyen de rentrer quelque part. C'est-à-dire que si on institutionnalise le fait de dire j'envoie des SMS pour que les gens rentrent dans une ressource, là non, là on dévie complètement vers une mauvaise pratique. Donc voilà. En revanche, rappeler un mot de passe pour qu'après il soit changé, ça me semble quand même d'être un risque assez limité. Et bien voilà, c'est ainsi que va se terminer cette première partie. Vous l'aurez compris, ça va être un petit peu long, donc du coup, même si en début de vidéo, je vous ai dit que ça allait pas être trop long, ça va quand même être un petit peu long. Alors là, voilà, on vous a divisé la vidéo en deux. Donc vous avez vu la première partie, la deuxième partie de ces recommandations, ça va suivre juste après. Donc si vous avez encore un petit peu de temps, je vous invite à suivre la deuxième partie de vidéo. Et puis si vous n'avez pas le temps tout de suite, ça sera en 2022, car vous l'aurez compris, ça sera donc la dernière ou les deux dernières vidéos pour 2021. C'est la raison pour laquelle je vous souhaite un très bon réveillon 2021 et puis on se retrouvera donc en 2022 pour tout un tas d'autres vidéos. Voilà, c'est ainsi que se termine celle-ci. Je vous remercie de l'avoir tout simplement suivi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker et à la partager. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos.